Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir pour cette conférence qui a lieu à l'occasion du lancement de l'Observatoire géopolitique du numérique et des technologies émergentes de l'IRIS et qui a lieu dans un contexte où on a un certain nombre d'enjeux liés au numérique et à l'intelligence artificielle qui font l'actualité internationale ces derniers jours. Pour les citer un petit peu en vrac avant qu'on y revienne en détail ensuite, je pense évidemment au sommet sur l'intelligence artificielle qui a eu lieu la semaine dernière à Paris, l'apparition de DeepSeek et la concurrence sino-américaine dans le secteur de l'intelligence artificielle, la présence de Musk et des autres patrons de la tech américains aux côtés de Donald Trump à la tête des États-Unis aujourd'hui, ou encore la flambée sur le marché des crypto-monnaies également dans ce contexte d'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, pour n'en citer que quelques-uns. Avant toute chose, je vais commencer par présenter les différents intervenants qui vont participer à cette conférence. Donc Camille Boulanguet, tu es chercheuse à l'IRIS, économiste et actuellement doctorante en économie de l'Université de Picardie Jules Verne. Et tu travailles en particulier sur les enjeux et évolutions des pratiques économiques illicites avec l'arrivée des nouvelles technologies. Et c'est toi qui vas diriger ce nouvel observatoire à l'IRIS. Rémi Bourgeot, tu es économiste et ingénieur, docteur de l'école des hautes études en sciences sociales et chercheur associé à l'IRIS. Tes travaux portent principalement sur les questions technologiques, commerciales et financières, avec une approche particulière sur les technologies d'intelligence artificielle et leurs aspects économiques et réglementaires. Charles, tu es chercheur associé à l'IRIS également, docteur en sciences politiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Ta thèse a porté sur la stratégie d'influence politique de Google et tes travaux portent plus généralement sur les interactions entre les multinationales du numérique et les États-nations et sur l'instrumentalisation des technologies du numérique et en particulier l'intelligence artificielle dans les relations internationales. J'excuse enfin Ophélie Coelho qui nous rejoint à l'IRIS en tant que chercheuse associée également et qui malheureusement pour cause de maladie n'a pas pu participer à cette conférence ce soir, mais elle aurait aimé être parmi nous pour ces débats. Et je vais laisser la parole à Camille rapidement pour que, étant donné que cette conférence a lieu à l'occasion du lancement de l'Observatoire, que Camille puisse nous en dire quelques mots sur quel est l'objectif et quel va être le fonctionnement de cet observatoire. Merci Victor. Bonjour à tous. Oui, alors on a voulu effectivement lancer cet observatoire et le concevoir comme un espace en fait d'analyse et de réflexion, ce qui est déjà un défi quand on voit le rythme des annonces qui sont faites. Le rythme des annonces qui sont faites à la suite effectivement de l'arrivée de Donald Trump à la présidence américaine et puis de la nomination notamment d'Elon Musk au gouvernement. Donc c'est un véritable défi et effectivement l'idée c'est vraiment de centraliser et de produire une analyse de qualité indépendante toujours sur différentes thématiques qui sont à la fois, donc la thématique retenue c'est bien sûr les technologies émergentes. On s'est dit qu'on n'allait pas borner effectivement notre réflexion, donc le terme de technologie émergente nous convenait assez. Et dans cette expression, on a bien sûr l'intelligence artificielle, mais pas que. On a les crypto-monnaies, par exemple, et on a, par exemple, l'ordinateur quantique. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir une approche assez pluridisciplinaire, donc notamment géopolitique, où on analysera les rapports de force entre États. Effectivement, on en discutera tout à l'heure, mais l'intelligence artificielle peut-être cristallise certains rapports de force, notamment entre la Chine d'une part et les États-Unis. C'est presque la première fois où la Chine arrive à lancer une technologie qui pourrait concurrencer, alors même si bien sûr il y a des nuances à avoir, la technologie américaine. Donc on en discutera, je ne veux pas spoiler les débats, mais on en discutera tout à l'heure. L'économie numérique, bien sûr, puisque c'est au cœur des sujets des technologies émergentes. L'idée, c'est souvent ces technologies sont assez, comment dire, marquées par des effets d'échelle qui font que finalement, in fine, on a, comment dire, des monopoles qui se forment. Et bien sûr, la sociologie des usages en interrogeant, par exemple, le travail, la relation entre le travail et l'intelligence artificielle.
Donc, tous ces enjeux seront effectivement balayés et l'idée, c'est véritablement de produire, donc au cours de conférences, un débat d'idées qui soit suffisant et qui nous permettra de faire avancer un peu le débat et de comprendre ce qui se cache derrière des expressions assez floues comme intelligence, comme inclusivité, durabilité, éthique appliquée par exemple à cette nouvelle technologie. Voilà. Alors, pour lancer un petit peu les hostilités, revenir sur la récente actualité du sommet pour l'action sur l'IA, hein, puisque c'est comme ça qu'il a été appelé. Donc ce sommet, il a eu lieu la semaine dernière à Paris, en présence de représentants d'une centaine d'États, et il s'est soldé par une déclaration finale qui n'a véritablement pas fait consensus, et notamment parce qu'elle n'a pas été signée en particulier par les États-Unis, représentés par le vice-président J.D. Vance, et par le Royaume-Uni. La première question peut-être porte sur ce que ça nous dit, ce qui s'est passé la semaine dernière à Paris, du climat et du débat actuel autour de la gouvernance et de la régulation de l'intelligence artificielle. Et par ailleurs, peut-être qu'on peut aussi revenir sur un point spécifique autour de ce sommet, puisque la France avait décidé de le coprésider avec l'Inde. Dans quel objectif, là aussi, en termes de relations internationales, la France s'est-elle positionnée aux côtés de l'Inde? Rémi, je te laisse peut-être commencer sur ce sujet-là. Oui, déjà, donc bonjour à tous en premier lieu. Donc déjà, on a appelé ça un sommet. Donc l'idée, c'était en premier lieu, dans la continuité de ce qui s'était fait, d'avoir une coordination politique entre gouvernements en vue notamment d'une régulation mondiale, ou en tout cas d'un certain alignement en la matière. Et ce qu'on a vu, bon, c'était d'une nature assez différente. Effectivement, on n'a même pas pu avoir une véritable déclaration finale. En tout cas, elle n'a pas été acceptée. On n'a pas eu d'avancée sur la question réglementaire, simplement parce qu'il fallait acter le clivage considérable entre, en particulier d'un côté, l'Europe, qui a été très loin dans sa tentative réglementaire, qui est accusée d'être assez labyrinthique d'ailleurs, et de l'autre côté, les États-Unis, qui avaient fait très peu et qui en plus décident de reculer. Donc c'est ce que Trump a annoncé dès ses premiers jours en revenant sur le décret déjà modeste qui avait été adopté par l'administration précédente. Donc en lieu de ce qui était censé au départ être un sommet avec une forte dimension politique, on a vu autre chose qui a été très réussi dans son genre, mais qui est plus un salon. Alors un salon gigantesque du digital, du numérique, avec l'euphorie qui va avec, toutes ces photos avec cette forme aussi d'entre-soi, d'hilarité généralisée, et en mettant en avant des choses qui sont très intéressantes, une diversification de l'intelligence artificielle grâce à l'open source. Donc l'open source, c'est cette possibilité de diffuser les modèles, de les réutiliser avec une certaine liberté. Donc c'est comme ça même que OpenAI ça a été nommé ainsi parce que c'était censé être de l'open source, le modèle ouvert. Maintenant on rigole dans le milieu en disant ça devrait être closed AI, à l'inverse de son nom initial, mais l'open source est là, il permet une diffusion extraordinaire des modèles et c'est évidemment ce qu'on a vu en Chine avec DeepSeek, qui utilise cet environnement et qui a mis simplement en œuvre des moyens, disons, d'optimisation, qui a fait un bon travail d'ingénieur et qui a tranché en ça avec cette espèce d'hypertrophie financière qu'on a aux États-Unis, cette promesse de modèles toujours plus grands, toujours plus énormes, en prétendant que c'est une histoire simplement d'ajouter milliards sur milliards, centaines de milliards sur centaines de milliards, et juste après la première annonce du projet Stargate, sur lequel on va évidemment revenir au cours de la conférence. Et donc, dans ce cadre où DeepSeek a créé une véritable onde de choc, en montrant le potentiel en fait de diffusion de ces modèles, d'originalité, d'un vrai travail d'ingénieur sérieux, sans être dans cette forme d'hystérie financière qui a des côtés sympathiques aussi, mais bon, qui n'est pas
forcément l'avenir, qui ne décrit pas l'avenir technologique de l'intelligence artificielle. On a vu notamment qu'en Europe, on avait effectivement des idées, des choses très intéressantes se font aussi. Et moi, j'avais regretté, quand on a commencé à parler de DeepSeek, qu'on ait un peu oublié juste à ce moment-là, après c'est revenu, on avait oublié le succès de Mistral AI, cette entreprise française, qui a aussi produit des modèles open source qui sont à peu près au niveau de ce que font les géants américains. Et ensuite, par manque d'opportunités, ils se sont mis plutôt... En tout cas, ils ont créé des partenariats avec des entreprises comme Microsoft. Donc, on ne peut pas voir ça non plus comme le parangon d'autonomie française et européenne. Mais en tout cas, la compétence, notamment en France, est évidemment là. Et ce sommet ou ce salon, quoi qu'il en soit, c'est centré sur ces compétences. Et en ça, c'est effectivement très positif. Pour autant, on est très loin, effectivement, de l'idée d'un sommet politique. Et pour autant, c'est un vrai sujet, la réglementation. Donc, bon, je disais avec un peu de mauvais esprit, je décrivais la réglementation européenne de l'AI Act comme étant labyrinthique. Effectivement, bon, elle a été développée. Ce texte a été développé en premier lieu avant qu'on prenne conscience de l'émergence de l'IA générative avec GPT, avec cette onde de choc de la publication de GPT en octobre 2022. Et les travaux avaient déjà commencé depuis un certain temps. Il a fallu recoller tout ça avec des dissensions. Vers la fin, la France et l'Allemagne ont voulu bloquer parce qu'ils s'inquiétaient justement de l'impact sur leurs entreprises. Donc, on a cette réglementation qui est très compliquée et qui n'est pas assez facilement ajustable, mais qui va dans tous les cas devoir être ajustée. Et on croyait, beaucoup de gens pensaient qu'on aurait le même effet que sur d'autres réglementations, en particulier la RGPD, cette réglementation sur les données. Et ce qu'on appelle dans la bulle bruxelloise le Brussels Effect, l'effet bruxellois, et que cette réglementation allait naturellement s'imposer au monde parce que les entreprises américaines en particulier s'efforceront de respecter cette réglementation et du coup l'appliqueront à peu près dans tous les cas. Et c'est exactement l'inverse qui se passe. Alors je ne dis pas que c'est parce que la réglementation européenne est compliquée que les Américains ont pris une voie extrêmement légère, mais en tout cas ça n'a pas non plus aidé à cette coordination et de toute façon ça n'était pas l'intention américaine. Donc la coordination est au point mort. Alors c'est toujours bien quand même d'évoquer les éléments, de savoir sur quoi on est en désaccord aussi. C'est une étape de départ dans une forme de coordination. Ensuite, il n'y a pas que l'Europe et les États-Unis, évidemment. Bon, on a évoqué l'Inde, la Chine, elle aussi, elle met en place des réglementations. Elle a d'autres préoccupations. Ces textes sont plus politiques. Là, bon, c'est vraiment explicité, mais au-delà des clivages politiques, on a des questions qui vont se poser à tous les gouvernements d'encadrement des modèles. Ça ne va pas simplement être le Far West. Donc je pense qu'il y a vraiment une question de tempo, de timing, où aujourd'hui la focalisation dans ce contexte géopolitique est vraiment sur la course technologique pour avoir les meilleurs modèles. Et les Américains se sont un peu trop crus avec cette emphase financière à croire que c'était la course au plus gros modèle et d'aller parler de milliers de milliards même en allant chercher de l'argent dans le Golfe. Et aujourd'hui, on vient à quelque chose de plus sensé sur ce front-là, mais l'heure n'est clairement pas à la coordination réglementaire, mais ça va nécessairement venir. Alors, tout le monde va avancer sur une forme de réglementation, même aux États-Unis, où c'est très lent. Bon, en Californie, on voyait certaines initiatives, mais ça n'est clairement pas l'agenda du jour, et ça marquera encore les prochains sommets de ce type. Charles, quelques mots peut-être sur les leçons du sommet ? Oui, merci Victor. Bonjour à tous.
Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Rémi. J'ajouterais effectivement, enfin je surenchérirais, effectivement, la question n'était pas tellement celle de la régulation. De toute façon, on sait bien que dans ce genre de sommet, et même en règle générale, parvenir à un cadre de régulation au niveau international, je veux dire, c'est quelque chose d'assez idéaliste, et d'autant plus de nos jours, hein, où le droit international est complètement vidé de toute substance. On voit ce qui se passe en Ukraine, on voit ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Bon, le fait que des États s'autolimitent en vertu du droit international, c'est effectivement quelque chose de l'ordre de l'utopie, et l'intelligence artificielle ne fait pas exception à cet égard. On est dans une logique de rapport de force, dans tout ce qui est là de plus brutal et nu, et avec cette idée, effectivement, selon laquelle, voilà, celui qui deviendra demain, c'est la phrase de Poutine, très connue, hein, celui qui deviendra leader dans ce domaine sera le maître du monde. Cette phrase n'a évidemment aucun sens en termes objectifs, mais ce qui est important, c'est le fantasme qu'elle soulève, et ce qu'elle signifie, en fait, de ce que pensent un certain nombre de dirigeants du monde entier, et en particulier les plus puissants. Donc les États-Unis, la Chine et la Russie. Tout particulièrement, avec cette idée qu'effectivement, celui qui parviendra à maîtriser le plus haut niveau de sophistication en intelligence artificielle, passer un certain seuil, eh bien, devancera, subjuguera, mettra au pas éternellement tous ses rivaux. Complètement fantasmatique, hein, on est d'accord, mais quand vous avez cette idée-là, en fait, vous avez la conséquence directe, c'est que vous considérez que votre régime politique, votre pays, en fait, est lancé dans une course à la survie dont dépend son avance en intelligence artificielle. Donc ça provoque quoi? Ça provoque ce rapport de force complètement brutal qu'on retrouve aujourd'hui. Ça provoque ces déclarations du vice-président américain, J.D. Vance, hein, qui explique que dans tous les cas, les États-Unis feront tout pour rester les leaders dans ce domaine, et que toute tentative de régulation de la part des Européens en particulier, eh bien, conduira à des représailles sévères. Voilà, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Oui, juste peut-être quelques mots pour compléter ce que mes camarades ont dit. Effectivement, le sommet a été assez vide d'un point de vue, on va dire, intellectuel, hein. Les grosses questions, les gros enjeux, en fait, ont été assez contournés, notamment les questions liées en termes de risques. Risques à la fois sur tout ce qui est, par exemple, environnementaux, les risques liés aux transformations de la société, les risques aussi intrinsèques à la technologie, qui sont par exemple des risques liés à tout ce qui est détournement de tout ce qui est détournement de cette technologie par exemple pour tout ce qui est des fake news, etc. Et donc ça a été assez peu abordé finalement, ou voire pas. Au contraire, ça a été plus l'idée de se positionner. C'est-à-dire que sur la scène internationale, les pays, à travers quelques entités privées, hein, de grosses entreprises, se sont positionnés, ont montré leur accord, leur désaccord, c'est-à-dire qu'on a un alignement on a un premier groupe avec la France et l'Inde qui veulent ni s'aligner sur la politique effectivement chinoise ni sur les États-Unis, donc un espèce de non-alignement en fait. Et puis vous avez de l'autre côté les États-Unis qui avaient fait un peu, avaient annoncé 500 milliards de financement pour le projet Stargate, qui avait un peu rentré comme ça et qui avait essayé de détonner tout le monde. Et puis de l'autre côté, vous avez effectivement la Chine qui est arrivée juste au bon moment avec DeepSeek. Donc vous avez à peu près ces forces en positionnement. Et ce qui est assez curieux, effectivement, c'est que vous voyez qu'à l'issue de ce sommet, la déclaration n'a pas été signée notamment, par exemple, par les États-Unis, le Royaume-Uni, il me semble aussi Israël, et quelques pays comme les Philippines. Alors, les informations sont tombées au compte-gouttes parce que c'était pas facile de savoir qui n'avait pas signé. Mais vous avez vraiment un espèce d'alignement sur la position américaine. Et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui ont signé une déclaration qui n'a pas énormément, on va dire, d'impact, hein, puisqu'elle engage à rien, et que derrière, en fait, le concept d'inclusivité, de durabilité, finalement, on n'a pas grand-chose, puisque c'est les signataires de ces pays. Donc il y a par exemple la Chine, il y a par exemple
l'Inde, qui, en termes de durabilité et d'inclusivité, ne sont pas forcément des exemples parmi tous les autres pays. Donc effectivement, il y a véritablement c'était un sommet où les États se sont positionnés et où ont pu montrer, entre guillemets, leurs petits soldats, qui sont des entreprises privées. Voilà, donc on a d'un côté Stargate, de l'autre des DeepSeek et puis des Mistral. Donc voilà, donc avec toujours, on va dire, une profusion de financement pour savoir qui a le plus gros financement. Et donc c'est assez donc étonnant d'un point de vue, puisque effectivement les enjeux sont là, des enjeux qui sont réels, hein, qui sont des risques réels et qui n'ont pas nécessairement été abordés. Je vais y arriver. Et tout en sachant en plus que ces financements, enfin la plupart de ces financements sont privés, hein. Mais d'ailleurs, c'est le cas de Stargate aussi, hein, qui est un consortium finalement, avec d'ailleurs pas que des acteurs américains, loin de là, hein. C'est un consortium porté par un fonds émirati, par SoftBank, qui est une entreprise japonaise, qui est notamment un des gros actionnaires d'Alibaba, hein, le géant des marketplaces chinoises, bon, OpenAI, etc. Et côté français aussi, hein, d'ailleurs c'est assez étonnant, ce sommet a été un peu l'occasion pour la France de montrer qu'elle était capable de faire jeu égal avec les États-Unis et la Chine, et en même temps, notre premier partenaire financier, celui qui est censé mettre le plus gros budget dans nos investissements en matière d'intelligence artificielle, c'est les Émirats arabes unis, c'est-à-dire les mêmes qui financent à côté de ça le Stargate, le projet américain. Bon, il y a des choses comme ça un petit peu étonnantes. Effectivement, les Émiratis mettent 50 milliards hein, sur les 109 milliards qu'a annoncé Emmanuel Macron. Là aussi, il faut peut-être mettre les choses en perspective, hein. Évidemment, le président de la République avait tout intérêt de montrer ou de faire croire peut-être, ou de laisser un petit peu dans le doute le fait que ces investissements seraient des investissements publics, voilà, menés par l'État, etc. Bon, en fait, hein, ce sont des investissements privés qui, comme tels, restent spéculatifs, puisqu'évidemment, il n'y a pas d'accord contraignant avec ces acteurs qui les mèneraient obligatoirement à opérer ces investissements. Mais bon, toujours est-il que sur ces 109 milliards, il y a déjà pratiquement la moitié qui viennent des Émirats arabes unis, 20 milliards qui viennent d'un fonds d'investissement américano-canadien, Brookfield, 6 milliards d'Amazon, bon. Et puis, parmi ces 109 milliards, il faut aussi compter le supercalculateur annoncé, proposé par Mistral AI, donc notre pépite française, peut-être qu'il faut quand même aussi nuancer la chose, hein, puisque quand on regarde le capital de Mistral, alors je ne sais pas exactement dans quelle proportion, mais on voit qu'on compte parmi ces investisseurs Microsoft, un certain nombre de fonds américains, dont celui d'Eric Schmidt, quand même, qui a été le patron historique de Google, alors que Google est, avec OpenAI, le principal concurrent de Mistral. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, une grosse partie des entreprises qui se sont engagées du côté de la France ou dans ce sommet de manière plus générale, en fait, sont des concurrents directs qui ont tout intérêt à brider les capacités françaises d'émancipation et de domination dans le secteur des nouvelles technologies et en particulier en intelligence artificielle. Ce qui donne effectivement une teinte un petit peu trouble aux résultats de ce sommet. Justement, Charles, je te laisse la parole parce que vous avez beaucoup évoqué tous les trois, à la fois Stargate, DeepSeek. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce moment-là, le moment où fin janvier, Donald Trump annonce le projet Stargate en grande pompe et que dans la foulée apparaît le moment DeepSeek, si je puis dire, parce que ça a été une déflagration à ce moment-là quand même sur la scène, notamment financière. Qu'est-ce que ça nous dit de la compétition sino-américaine et notamment dans le contexte de l'intelligence artificielle générative dont on disait que les Américains avaient une avance énorme par rapport aux Chinois et notamment du fait de capacités limitées pour les Chinois d'accès à des technologies, aux technologies les plus performantes et notamment les semi-conducteurs. On a entendu beaucoup de choses sur DeepSeek. On a entendu un peu tout et son contraire. On a entendu que pour 6 millions, les Chinois avaient réussi à faire concurrence à ChatGPT. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'état des lieux de la concurrence sino-américaine aujourd'hui ? Alors sur l'IA générative, effectivement, DeepSeek, ça a été un gros moment parce que
Cette idée, c'est très simple, hein, DeepSeek, c'est l'équivalent chinois d'OpenAI, si vous voulez, et il serait parvenu, je le mets au conditionnel parce qu'il est difficile de vérifier toutes les informations transmises par l'entreprise, mais il serait parvenu à des niveaux de performance comparables à ce que produit OpenAI à un coût extrêmement moindre. C'est-à-dire, par exemple, le coût par utilisateur de l'utilisation du modèle de DeepSeek est 27 fois inférieur à celui d'OpenAI. Bon, c'est quelque chose d'assez important, et notamment ce qu'a mis en avant l'entreprise chinoise, c'est en fait sa capacité à se hisser aux standards américains en utilisant des puissances de calcul, des capacités énergétiques bien moindres. Et ça a effectivement mis une sorte de coup d'arrêt, en tout cas, ça a posé une énorme interrogation sur le modèle de développement américain dont a parlé Rémi tout à l'heure, qui est toujours plus énergivore, financiarivore, etc., etc. Bon, il faut quand même raison garder. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que vérifier les informations, ça demande du temps, et puis je ne suis pas sûr qu'on en soit capable, nous, de ce côté-ci du continent eurasiatique. Et puis, ce qui semble aussi intéressant à interroger, c'est en fait quel matériel a utilisé cette entreprise chinoise pour réussir cette percée. Le fondateur de l'entreprise a expliqué qu'il avait réussi finalement à arriver à de gros niveaux de performance tout en se passant des cartes graphiques, ce qu'on appelle des processeurs graphiques de dernière génération produits par NVIDIA qui en fait sont aujourd'hui centraux dans le développement de l'intelligence artificielle générative. Et pourquoi il s'en est passé et pourquoi il a dû s'en passer? Parce qu'il y a un embargo américain sur ces puces depuis quelque temps, justement dans cette compétition sino-américaine pour la domination de l'intelligence artificielle. Il se trouve que sans doute ces puces, donc on parle pour être très précis des puces H100 d'NVIDIA, auraient pu parvenir en Chine malgré tout par des réseaux informels et notamment en ayant transité via Singapour, Taïwan et l'Inde. Donc avec une capacité de contournement des sanctions américaines. Ça, le fondateur de DeepSeek n'en parle pas, évidemment. Il n'a pas intérêt ni vis-à-vis des États-Unis, ni même vis-à-vis de sa propre propagande technologique, mais ça pose question en effet. De manière plus générale, ce que l'on voit, c'est que les États-Unis ont toujours été l'acteur dominant en matière d'intelligence artificielle, pour une raison très simple, c'est que le premier État à avoir investi dans le domaine, ce sont les États-Unis. Et ça remonte pas à hier, hein, ça remonte à la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire à un moment où l'intelligence artificielle comme telle, c'est-à-dire comme champ de recherche autonome, n'existe pas encore. À l'époque, les précurseurs de l'intelligence artificielle, c'est ceux qu'on appelle les cybernéticiens, avec d'autres, c'est des théoriciens de l'information, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, travaillent pour le département de la guerre et commencent déjà à concevoir des outils de prédiction alors sur différents sujets. Là, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est notamment des prédictions de trajectoires de tir de façon automatisée qui sont le prélude en fait, à l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que le premier, disons, l'article fondateur de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence artificielle connexionniste, j'entre pas dans les détails, est écrit à cette époque donc, par deux cybernéticiens. Et puis, donc, les États-Unis ont tout simplement été premiers à investir des sommes massives dans le domaine. L'intelligence artificielle naît en tant que champ de recherche autonome en 1956, et dès le début des années 60, l'agence de recherche et développement du Pentagone, qui s'appelle l'ARPA, qui est devenue la DARPA plus tard, commence déjà à injecter des millions de dollars de l'époque. Il faut multiplier les sommes par 20 pour essayer de retrouver les niveaux équivalents d'aujourd'hui, des millions de dollars dans les laboratoires d'intelligence artificielle du MIT, de Stanford, de l'université de Carnegie Mellon, d'IBM, etc., etc. La Chine, elle, est arrivée beaucoup plus tard sur ce sujet-là, dans les années 2010, hein, pour le dire à peu près simplement. Surtout, ce qui a frappé, c'est que ce sont les ambitions de la Chine dans ce domaine. Et ça s'est précisé en juillet 2017, quand le gouvernement central chinois en fait, a annoncé, a révélé, a publié un plan de développement de la nouvelle génération d'intelligence artificielle, avec un budget prévisionnel annuel pour d'ici cette année, d'ici 2025, de 60 milliards de dollars par an. Un chiffre monstrueux par rapport au budget des autres nations à cette époque.
À l'époque, on pouvait considérer que les États-Unis avaient un budget annuel de 4 à 5 milliards de dollars dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, si on considère que ce chiffre est valable, ce qui évidemment pose plein de problèmes, savoir d'ailleurs de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle, est-ce qu'on parle de coûts d'entraînement, est-ce qu'on parle de machines, est-ce qu'on parle de semi-conducteurs, etc. Rien n'est clair. Mais en tout cas, quand on regarde les budgets actuels, si la Chine est effectivement à 60 milliards de dollars par an en budget public, c'est à peu près équivalent en fait aux investissements privés américains. Les investissements privés américains, les derniers chiffres qu'on a, c'est 2023, sont de l'ordre de 62,5 milliards de dollars en une année. Donc ce sont effectivement des pays qui font la course en tête, bien loin devant nous autres Européens ou même des nations qui aujourd'hui tirent leur épingle du jeu, qui restent des nations secondaires comme l'Inde, la Corée du Sud ou Israël. Rémi ? Oui, je vais rebondir sur quelques points. Je pense que dans le cadre de cette concurrence, on revient à un moment quand même plus intellectuel quelque part. Je suis d'accord avec l'idée de vide. Je dirais qu'on a vu un vide plutôt politique, par exemple, dans l'occasion de ce sommet. Et pour le coup, sur le plan intellectuel, alors il y a aussi des conférences d'ailleurs qui étaient intéressantes et qui ouvraient l'horizon sur d'autres techniques qui ne relèvent pas de l'IA générative, et les choses ne sont pas du tout arrêtées. On a eu un moment vraiment de développement, alors pas linéaire parce qu'on a cette explosion de puissance de calcul, c'est vraiment ça dans le fond aussi qu'il faut voir, c'est la puissance des processeurs, des cartes graphiques, plutôt avec des moyens de les utiliser, des cartes graphiques qui étaient prévues plutôt pour les jeux vidéo à la base, et on s'est rendu compte que c'était très adapté au type de calcul nécessaire à l'entraînement de modèles pour effectuer des calculs en parallèle pour former ces modèles. Donc, on a eu cette explosion de la puissance, des capacités de calcul grâce à ces cartes graphiques et à la façon dont elles sont utilisées. Et après, voilà, on a ces techniques de réseau de neurones, de deep learning, et avec des méthodes en tout genre d'amélioration, d'optimisation, de raffinement. Et OpenAI est arrivé à faire chose de spectaculaire, et surtout, d'autres en fait faisaient des choses similaires. On avait tout cet écosystème chez les géants numériques. Et OpenAI a été plus petit et a diffusé son modèle, et ça a fait l'effet d'une bombe, ça a fasciné, et personne n'a exactement compris sur le plan, alors là vraiment presque théorique, pourquoi ça marche si bien. Évidemment, ça marche pas si bien que ça, parce que ça fait tout le temps des fautes, mais pourquoi déjà ça peut proposer des phrases qui sont valides d'un point de vue de la syntaxe, rien que ça, parce que ça dit... l'objectif, puisque Charles se permettait de revenir un peu à la préhistoire de l'IA, je vais aussi me permettre, quand on entend les parrains de l'IA, quelqu'un comme Geoffrey Hinton, qui est un Anglais qui travaille au Canada, mais qui a vraiment été au cœur de ce pari sur les réseaux de neurones par rapport à d'autres techniques d'IA dès les années 80. L'objectif, c'était d'imiter le cerveau humain. Donc, ce n'est pas comme le cerveau humain, mais ça nous interroge effectivement sur énormément de choses liées à l'humain, cette capacité d'imitation de la machine. Mais bon, on a eu ces techniques qui sont développées et une certaine linéarité dans le développement, et on se situe là-dedans. Et il ne faut absolument pas négliger vraiment cet aspect financier de bulles, d'investissements gigantesques et de discours des entreprises du numérique pour attirer ces financements. Bon, Mistral, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Je ne sais plus quelle est la somme. Avant même d'avoir produit quoi que ce soit, ou même d'avoir constitué véritablement une équipe, déjà ils croulaient sous les financements parce que les financements étaient là et qu'ils étaient crédibles et qu'ils étaient passés par des entreprises du secteur, Meta et Google, je crois. En l'occurrence, donc on est dans ce moment gonflé avec cette bulle financière. Et il faut se rappeler qu'il y a exactement 2 ans, on était dans la faillite de la Silicon Valley Bank. Donc,
c'est pas complètement oublié. Quand on le rappelle, tout le monde s'en souvient un petit peu, mais on n'y pense pas spontanément pour autant, parce que soi-disant, ça remettait en cause tout le modèle de financement de la Silicon Valley, et notamment du capital risque, le venture capital, ces entreprises qui apportent des milliards dans la balance, qui repèrent théoriquement les startups, qui continuent à les financer avec ces vagues de liquidités héritées des politiques de lutte contre la crise des banques centrales. Mais voilà, cet environnement financier conditionne l'évolution du secteur, le discours qui est tenu, et par rapport à ses attentes. Et ça conditionne aussi le fait qu'en fait, il n'y ait pas de modèle économique. Ça, c'est quand même... on s'imagine une montagne capitalistique, ces grands patrons américains, leur rôle en politique, et en même temps, il n'y a pas de... Enfin, je ne parle pas de l'ensemble du secteur, mais sur la question des modèles, personne ne voit comment ce serait rentable un jour, quel serait le marché. Et OpenAI, par exemple, avait commencé à facturer, et là, avec DeepSeek, ils reviennent plutôt de ça. Donc, ils déversent ces modèles, et leur modèle économique, c'est de brûler du cash apporté par des investisseurs très généreux et très peu soucieux de la rentabilité des entreprises. Donc voilà ce qu'il faut, et ça détermine vraiment les stratégies. Il faut faire toujours plus grand en termes de milliards de tokens, de mots, d'éléments, de paramètres des modèles. Et au moins, sans se focaliser sur le sommet, on voit quand même réémerger avec cette concurrence internationale un retour d'un débat quand même plus sur le fond. Et encore, ce qu'a fait DeepSeek, ça relève encore à peu près de la même chose, mais ils ont raffiné, ils ont fait ça de façon beaucoup plus légère. Alors, évidemment, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait non plus. Il y a des soupçons quand même d'imitation des modèles d'OpenAI, des techniques dites de distillation. En fait, vous entraînez votre modèle en le faisant interagir avec un modèle existant. Donc DeepSeek reconnaît faire ça, mais en interne, pour faire des modèles plus petits sur la base de ses principaux modèles. Et on soupçonne, parce que je crois que quand on interrogeait le modèle en disant qui es-tu, en gros, il disait je suis ChatGPT. Voilà, il se prenait pour le modèle de la concurrence. Ça disait un petit peu les influences, que pour certains modèles de génération d'images, quand ils génèrent des images, ils tournent à mettre le logo d'agence de presse, d'agence d'image, parce qu'en fait, ils ont été complètement gavés à ces choses-là, parce que OpenAI a aussi complètement repris, aspiré tout ce qui se trouvait sur le web. Donc c'est quand même, toutes ces entreprises ont commencé quand même dans une sorte de Far West. Mais on voit un retour quand même à des choses un peu plus profondes, un peu plus fine sur le plan mathématique, et des gens qui ouvrent cet horizon aussi vers d'autres techniques. Donc la messe n'est pas dite, et l'Europe aussi, à sa place, il y a un manque de talent mathématique. Et avec cette panique qu'a créé DeepSeek dans la planète techno-financière, ça ouvre aussi la voie à ces initiatives, et un retour quand même plus à une forme de recherche et de finesse dans le travail dans l'IA. Je voulais juste ajouter un point sur ces plans d'investissement. Ça aussi, quand même, moi aussi, je suis très inquiet quand même de ce type de financement. Enfin, moi, je viens un peu d'un autre monde, quelque part. Victor me prenait comme ingénieur. Je suis ingénieur aéronautique à la base, donc j'ai fait mes études il y a environ 20 ans. Et imaginez que pour se lancer dans le secteur, il fallait passer par des entreprises américaines. Et pour développer un programme, qu'il fallait aller chercher des fonds dans le Golfe, ça aurait été totalement inimaginable. Ce n'est pas du tout mon ADN avec la formation d'ingénieur que j'ai eue. Mais après, c'est aussi le monde dans lequel on vit, qui est quand même très compliqué de se plonger. Et par exemple, sur les financements du Golfe, il faut voir ils essayent aussi de se positionner. Après, ils n'ont pas forcément non plus les équipes, ils attirent certaines personnes, mais aussi du point de vue des États-Unis, ils financent des projets américains, mais eux-mêmes sont sous le coup de restrictions américaines qui les empêchent de se procurer toutes les puces NVIDIA
qu'ils voudraient, parce qu'il y a des soupçons du fait de leur lien avec la Chine, leur rôle quelque part de carrefour, de plaque tournante commerciale, que les puces qui seraient exportées vers le Golfe finissent en Chine. Et finalement, donc, ces États sont d'autant plus incités à investir aux États-Unis, et aussi en Europe, et même en Europe, beaucoup de pays sont sous le coup de ces restrictions. Ce n'est pas le cas de la France. Je crois que l'Allemagne non plus, mais l'Italie, par exemple, ne peut pas importer toutes les puces Nvidia qu'elles veulent. Donc on a, on a vraiment une équation compliquée. Alors effectivement, ça pose plein de problèmes d'autonomie. Et dans tous les cas, dans le numérique, il faut voir derrière les annonces ensuite ce qui est vraiment réalisé, derrière des chiffres. Bon, il faut voir ça avec énormément de prudence et prendre en compte ces questions de restriction, de sanctions, de réglementation, qui peuvent quand même aussi créer des opportunités d'aller chercher de l'argent, parce que ces acteurs-là n'ont pas non plus accès à tout. Mais dans tous les cas, on est dans un environnement industriel qui est radicalement différent des secteurs où on a excellé dans le passé, et on revient de très loin, on est dans une ultra-dépendance dans le numérique, avec une ultra-concentration en plus aux États-Unis entre ces différents acteurs. Et là, on voit des pistes de rééquilibrage, et c'est une bonne chose d'au moins se soucier de la question de l'infrastructure derrière l'IA, avec les data centers. Mais on ne parle pas du tout d'un point de vue d'autonomie, on revient d'extrêmement loin de ce point de vue-là. Justement, j'aimerais qu'on dézoome un petit peu et que, étant donné que cette conférence a pour but de parler de l'intelligence artificielle, mais au-delà, et on le disait au début, et c'est le but de l'Observatoire, de parler du numérique plus largement. Évidemment, là, on regarde à nouveau du côté des États-Unis et de l'élection de Donald Trump, soutenue activement par un Elon Musk qu'on a vu partout, sur lequel on a entendu énormément de choses. Il y a Elon Musk, il y a aussi les autres patrons de la tech qui se sont alignés derrière Donald Trump au moment où il a été élu. Je rappelle que Joe Biden, dans son dernier discours, parlait d'une nouvelle oligarchie techno-industrielle qui se mettait en place à la tête des États-Unis. Comment on doit lire ça, comprendre ça? Est-ce qu'on peut dire que finalement, ça y est, les géants de la tech sont tout à fait tout puissants au regard de la manière dont ils ont pu se rendre actifs d'un point de vue politique à ce point-là, comme on a pu le voir avec Elon Musk? Et est-ce que l'alliance sur laquelle beaucoup ont écrit, hein, justement, l'alliance entre un Elon Musk, par exemple, et un Donald Trump, est-ce que c'est le fruit d'une convergence idéologique ou est-ce que c'est un simple alignement d'intérêts, comme certains le décrivent? Camille? Oui. Alors, je vais peut-être... Alors, pour comprendre ce que c'est qu'une oligarchie, je pense qu'il faut revenir un peu dans l'histoire. Et c'est pas moi qui le dis, c'était le vice-président actuel, là, qui avait dit lors de son allocution au Sénat qu'il voulait que l'Amérique retrouve son âge d'or. Et quand on regarde l'histoire des États-Unis, en fait, l'âge d'or, c'est la Golden Age, qui est à peu près entre 1890 et 1910. Et ce moment, en fait, où les grands monopoles, des Rockefeller, par exemple, la Standard Oil, se sont constitués. Et donc, c'est à la suite de cette période, en fait, de période économique florissante, que les lois antitrust, c'est-à-dire les politiques anticoncurrentielles, ont été mises en place justement pour mettre des barrières à ce pouvoir économique, parce que les États-Unis ont, on va dire, depuis leur naissance, peur de la constitution d'une petite oligarchie qui pourrait prendre le pouvoir. Et donc, en fait, quand on regarde à la lumière de l'histoire, en fait, on comprend effectivement, il faut interroger la question de l'oligarchie, notamment aux États-Unis, comme la capacité finalement à convertir de l'argent en pouvoir. Et donc, cette capacité, effectivement, elle prend tout un autre sens, effectivement, aux États-Unis, où le succès, l'argent est synonyme de succès.
Et donc, c'est pas rare dans l'histoire qu'on a vu des puissances, des puissants à intervenir, notamment au gouvernement, par exemple. On avait le secrétaire d'État sous la première présidence, qui était également le président d'ExxonMobil. Sauf qu'effectivement, l'arrivée d'Elon Musk diffère un peu, en fait, quand on regarde un peu, des autres milliardaires. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, son projet est d'une ampleur un peu pharaonique. En tout cas, il a une réflexion qui est assez holistique, systémique, dans laquelle on a le micro, c'est-à-dire la question des puces, par exemple. Des puces implantées dans le cerveau, au macro, c'est-à-dire le lancement de... La technologie nous lâche. Le lancement de nouvelles, enfin l'idée d'aller sur Mars, etc. Donc on a un projet qui va du tout petit au très gros. Donc ça, c'est la première fois qu'on a un tel projet comme ça. Par exemple, si on prend par exemple les frères Knock, qui sont aussi qui sont des milliardaires, pareil, et qui ont qui financent des think tanks, un think tank plutôt libertaire, n'ont pas ce genre de projet. C'est-à-dire que leur projet est éminemment économique, mais il s'arrête aux questions économiques, c'est-à-dire baisse des impôts, l'État réduit à peau de chagrin, mais finalement ça s'arrête à ces questions, à ces considérations purement économiques. Là, on a un projet qui dépasse et qui a une vision en fait de l'homme, qui propose une vision de l'homme qui est aussi questionnable. Il y a aussi également un caractère qui est radical par le projet de Elon Musk et qui fait qu'il est inédit. C'est-à-dire que vous voyez bien que le ralliement de la Silicon Valley à Elon Musk s'est fait par pragmatisme, parce qu'effectivement, en général l'économie numérique, il y a ce qu'on appelle des effets de réseau en économie, et plus il y a d'effets de réseau, et plus finalement quand vous avez potentiellement rapidement une concentration de type oligopole ou monopolistique, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle le gagnant prend tout, on a cette expression, c'est-à-dire que vous avez généralement deux entreprises qui raflent la mise. Et donc, ça s'explique aussi pourquoi il y a tant de financement à profusion, parce qu'on a peur de voir ces effets d'échelle arriver, qui effectivement pourraient arriver, puisque on a l'entraînement de ces IA se fait grâce à nous, en fait, à nous qui les utilisons. Et à partir du moment où, par exemple, on a choisi une IA, par exemple OpenAI, il est difficile de penser, si par exemple on s'abonne à OpenAI, il est difficile de penser qu'on va aller tester DeepSeek. Et donc, on a un vivier de consommateurs qui sera capturé, un peu comme par exemple Apple a capturé ses consommateurs via des systèmes complètement fermés, complètement clos. Et donc, on aura cette tendance, et c'est pour ça qu'il y a une course au financement et des idées d'aller très vite, parce qu'il y a la peur derrière de voir des monopoles s'instituer. Et donc, je pense qu'effectivement, on a ce moment de l'histoire de l'intelligence artificielle où on est juste avant la mise en place d'oligopoles, de monopoles, et on est au calme avant la tempête, finalement. Et je trouve que, d'un point de vue personnel, je trouve ça très intéressant. Et donc, c'est pas pour autant que s'il y a un ralliement pragmatique de tous ces GAFA sous l'égide d'Elon Musk, qui a adhésion, et ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne font pas la guerre, entre guillemets. On voit bien que Elon Musk a ouvertement déclaré la guerre à OpenAI, et que pareil, même si effectivement Mark Zuckerberg
a l'air d'adhérer idéologiquement on va dire, au programme de Trump, ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas dans la course, qu'il reste pas dans la course. Et c'est pareil pour Google, Amazon, etc. Donc un ralliement idéologique pragmatique, mais ça ne veut pas dire de coalition, ça ne veut pas dire que la compétition n'est pas, comment dire, n'est pas ferme, enfin, est close. Voilà. Oui, juste ajouter que, bon, effectivement, aux États-Unis, l'interpénétration des sphères publiques et privées est consubstantielle au champ du pouvoir, tout simplement. Joe Biden, il a beau jeu de dire, de crier à cette constitution d'une oligarchie à la tête des États-Unis. Bon, en fait, il oublie peut-être un peu vite la manière dont les relations entre les GAFAM et sa propre administration, et puis l'administration précédente, enfin, en tout cas celle d'avant, celle d'Obama, où il était quand même vice-président, dans laquelle les GAFAM, les dirigeants de ces grandes entreprises, ont joué un rôle de premier plan. Je me souviens voilà, du rôle de Google dans la mise en place, dans la conduite de la diplomatie culturelle du département d'État en Irak. Je me souviens du rôle de Twitter sur instruction du département d'État, jouant le jeu des insurrections en Iran contre le régime en place en 2009. Je me souviens aussi en 2012 des activistes ukrainiens travaillant, formés par Facebook et d'autres entreprises pour renverser le régime pro-russe de Viktor Yanukovych. Bon, tout ça c'était sous Obama et Biden et non pas sous Trump. Hein. Donc voilà, c'est pas nouveau. Puis on peut remonter encore plus loin. Je veux dire, IBM fait fortune pendant la Seconde Guerre mondiale et juste avant grâce aux subsides de l'État fédéral américain. D'abord avec la loi sur la sécurité sociale en 1935, puis pendant la Seconde Guerre mondiale avec les contrats d'armement du Pentagone. Plus tard, Sergey Brin et Larry Page, qui sont les cofondateurs de Google, font leur doctorat à Stanford dans les années 90 et qui financent leur doctorat. Bon, bah, c'est la CIA, la NSA, la NASA, le Pentagone. Voilà. Hein, je veux dire, tout ça ne sort pas de nulle part et c'est pas Trump qui a inventé ça. Et sachez bien que je n'ai aucune sympathie pour le personnage. Mais voilà. Et on peut même aller un peu plus loin. C'est-à-dire que c'est quoi la position exacte aujourd'hui d'Elon Musk dans le paysage politico-administratif américain? On l'a dit, à la tête du département de l'efficacité gouvernementale. Bon, en fait, il faut savoir que ce département de l'efficacité gouvernementale existait déjà, a été créé par Obama. Simplement, il a changé de nom sous Trump. Il s'appelait le US Digital Service. Il a été créé en 2014. Et devinez qui Obama, en créant ce service, donc qui est un service qui avait exactement le même rôle que celui que lui donne Musk aujourd'hui, qui est-ce qu'il a mis à la tête de ce service? Quelqu'un qui s'appelle Michael Dickerson. Et Michael Dickerson, il vient d'où? Il vient de chez Google. Bon. Obama va créer un autre poste au sein de l'administration, c'est le CTO, le Chief Technology Officer. Qui va-t-il mettre à la tête de ce Chief Technology Officer, enfin à la tête de ce nouveau poste? Bon, il va attendre 2014, mais ça va être une cadre dirigeante de Google, là aussi. Bon, je crois que Joe Biden n'a peut-être pas toute sa tête, et puis peut-être aussi qu'il est tout simplement dans un jeu politique bien connu qui fait qu'il ne faut pas forcément prendre au sérieux tout ce qu'il nous raconte. Rémi, rapidement, et après on passe aux questions. D'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Charles sur cette sorte de continuité dans les liens qui tissent le système américain. Je voudrais aussi insister sur la situation dans laquelle se trouvent les États-Unis et dont ils essayent de revenir sur le plan industriel, qui est quand même une débâcle sur plusieurs plans. Donc on voit cette superpuissance dans le secteur digital. Ensuite, on voit des géants dans des entreprises aussi très technologiques qui sont en pleine débâcle. Évidemment, je pense à Boeing, mais aussi Intel dans les semi-conducteurs. Donc là, quand même directement lié au secteur dont on parle. Et on a quand même une dynamique qui s'est généralisée aux États-Unis avec des entreprises très bureaucratiques. Avec cette omniprésence de la figure du MBA, voilà, c'est un peu l'équivalent des énarques, je dis sans méchanceté, mais on est un peu sorti
quand même du fond de la passion, de la connaissance technologique des ingénieurs. Et on est pour entrer dans quelque chose qui relève beaucoup plus du management, et c'est devenu obsessionnel dans le tissu industriel américain, bon, évidemment avec toute la financiarisation à partir des années 80, et il y a une prise de conscience extraordinaire de ça. Vous avez des articles dans le Financial Times là, ces derniers jours pour dire que l'obsession financière des grandes entreprises les emmène dans le mur, enfin, dans le quotidien financier mondial. Et bon, mais voilà, même chose Boeing, c'est quand même vraiment pathétique ce qui arrive avec le 737, l'incapacité à produire, à concevoir un nouvel avion efficace. Donc il y a une volonté quand même assez généralisée de parier sur ce qui marche. Donc, bon, ça, dans l'état d'esprit américain, et sans inquiétude sur ces gigantesques monopoles, je pense que tout le monde est conscient de la situation. Et ce qui est frappant, vu d'ici, c'est que c'est totalement décomplexé, effectivement. Mais c'est aussi ce qu'a vendu Trump. Et dans le cadre de l'effondrement en fait, du Parti démocrate qui a perdu son socle électoral, c'est Trump qui dit, voilà, on va faire marcher les choses comme ça, on parie sur un tel. Et c'est comme par hasard, bon, Musk est extrêmement contestable et controversé, mais on a Boeing qui s'effondre en gros, et on a Musk qui en gros remplace cet ancien mastodonte. Donc il faut voir aussi cette panique dont viennent les États-Unis sur le plan industriel, et pour arriver à se réindustrialiser. Donc nous, c'est notre problématique, mais on se désindustrialise encore. À nouveau, la situation est catastrophique de ce point de vue-là en Europe, avec la crise énergétique. Aux États-Unis, ils ont l'inverse, puisque leur coût énergétique a été... Enfin, bon, ils ont une crise inflationniste aussi, mais ils sont devenus ultra producteurs, exportateurs de matières premières, et ils arrivent à être compétitifs. Ils font des plans de soutien aux entreprises complètement invraisemblables. Donc l'Inflation Reduction Act, qui est un plan en fait protectionniste, de soutien à la production nationale. Donc il y a une focalisation sur la réindustrialisation, et qui donne de véritables signes de réussite. Alors en même temps, voilà, en voyant cette débâcle d'entreprises légendaires comme Boeing, mais on voit effectivement avec cette révolution énergétique qu'ils ont mis en œuvre, et en s'accaparant le secteur digital, bon, ils arrivent à certaines choses, et bon, et ça explique aussi, voilà, c'est toutes ces choses très désagréables qu'on voit sur le plan des grands patrons et de leur revirement politique, qui sont fascinants, là où on a de véritables figures de girouettes, avec tout ce que c'est d'inquiétant sur le plan politique. Là, il faut envoyer à notre grand historien du centrisme, c'est Pierre Cernat, je crois, voilà, donc ça m'a évoqué ça ces derniers jours. Oui, voilà, de l'extrême centre, voilà, c'est la notion qu'il a inventée. J'avais un dernier sujet à évoquer qui était celui des crypto-monnaies, pour qu'on puisse faire un tour d'horizon un peu global, mais on va peut-être passer aux questions pour avoir le temps que la salle ait le temps de poser toutes les questions, et peut-être que quelqu'un voudra aborder ce sujet dans une question, et ça nous permettra de développer un petit peu. Donc je vous laisse, voilà, il y a un micro qui va circuler, je vous laisse les uns les autres lever la main pour indiquer que vous souhaitez poser une question. Bonsoir. Je vais revenir à la première partie de ce débat. Donc, vous l'avez mentionné au début de la conférence, on voit notamment une vraie course au financement, au développement de l'IA. Et en fait, tout ça me rappelle énormément la guerre froide, donc avec le contexte de course à la conquête de l'espace et tout ce qui va avec. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est face à une nouvelle guerre froide de l'IA, ou est-ce qu'on est dans une continuité? Et si oui, d'après vous, où en sera l'IA d'ici 15, 20, 30 ans au sein de nos enjeux géopolitiques? Merci beaucoup. On va peut-être prendre 2-3 questions pour pouvoir en traiter au maximum. Il y avait monsieur au milieu aussi qui levait la main depuis le début. Ouais, allez-y. Merci. Je voulais rebondir sur cette question, justement, au niveau d'une guerre froide d'intelligence artificielle. Quelle est la place de la France avec Mistral, et quelle est la place de l'Europe, du coup, dans tout ça? Parce qu'on parle beaucoup des Américains, on parle beaucoup des Chinois. Quelle est notre place?
Ok, peut-être une troisième question, si elle va un peu dans le... Ouais, monsieur au milieu, là, il levait la main depuis le début. Ouais, le problème, c'est qu'il y a des gens à distance qui ont besoin de vous entendre, monsieur, excusez-moi. Ouais, je veux bien que vous fassiez passer le micro, s'il vous plaît. Ouais, je voudrais parler du prompt engineering avec vous. Notamment, du coup, on sait que des prompts bien conçus, pardon, peuvent orienter les résultats produits par l'IA. Est-ce que pour vous, cela ouvre un nouveau champ d'influence culturelle et politique où la maîtrise du prompt engineering devient un enjeu de soft power numérique? Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Peut-être sur les deux premières questions qui vont ensemble, sur la question de la guerre froide dans le secteur de l'intelligence artificielle et la place dans cette guerre froide, d'ailleurs, en particulier de la France et de l'Union européenne, si c'est comme ça qu'on doit la qualifier. Qui veut la parole? La question horrible. Non, mais la guerre froide, bon, c'est. Il y a deux éléments de réponse. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la guerre froide dans la mesure où les échanges aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis sont tellement importants qu'on n'est pas, c'est pas comparable, si vous voulez, à une situation où deux blocs se font face à face et en sont au point de se braquer des missiles balistiques sur le nez. Bon, on n'en est pas encore exactement là et les échanges continuent malgré tout. Il y a des embargos américains sur les semi-conducteurs, mais pas sur tous les semi-conducteurs, pas sur toutes les technologies. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a l'utilisation de cette référence à la guerre froide pour mobiliser le tissu économique et technologique américain, pour lui dire, attention, on est dans une logique de guerre. Qui dit guerre dit investissement public, qui dit investissement public dit commande publique, donc des profits à la clé. Et ça, on le voit très bien, il y a un gestionnaire, un dirigeant de fonds de capital risque très connu à Silicon Valley qui avait réutilisé cette formule éculée du moment Spoutnik. Qu'est-ce que c'est que cette expression? C'est évidemment en référence au lancement du premier satellite artificiel soviétique en 1957 et qui avait provoqué, dit-on, la lancée américaine dans la course à l'espace et qui mènera au programme spatial sous Kennedy, etc., etc. Bon, on est exactement dans la même idée, c'est-à-dire que on fait peur aux Américains en leur expliquant que la Chine est en train d'opérer une rupture technologique qui va être telle qu'on sera incapable de les rattraper, mais c'est dans un domaine tellement stratégique qu'on est obligé d'y aller parce que sinon, qu'est-ce qui va nous arriver? On va être condamné à vivre sous domination internationale, pas seulement technologique, globale de la Chine. Ça, c'est quelque chose qui a marché à plusieurs reprises dans l'histoire des États-Unis, y compris dans le domaine de l'intelligence artificielle. Parce qu'il ne faut pas croire que ça date en fait de ces dernières années, la crainte qu'un pays devienne un leader dans le domaine. Dès les années 80, la grande peur des Américains, c'est le leadership japonais en matière d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que les Japonais lancent leur initiative de 5e génération d'ordinateurs au début des années 80 et les Américains ont extrêmement peur en fait que la domination informatique des Japonais, et notamment l'intelligence artificielle, parce que les Japonais mettent $1 milliard à l'époque, 750 millions de dollars à l'époque sur la table pour devenir leader dans ce domaine, détruisent complètement le système productif américain, à tel point que vous avez un ancien vice-président démocrate à l'époque, Walter Mondale, qui est alors l'ancien vice-président de Jimmy Carter, et qui est dans la course pour se présenter à la présidentielle américaine. Et devant des électriciens devant qui il fait campagne, il explique que, attention, le Japon est vraiment très fort en matière d'intelligence artificielle et que si on ne fait rien, si vous ne votez pas pour moi, vos enfants seront condamnés à épousseter les ordinateurs japonais, voilà, à faire la poussière. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Et on est dans cette récupération finalement de ce fantasme-là d'une arme absolue face à laquelle en fait n'importe quel pays craint évidemment pour sa propre survie. Et là, il n'y a pas de grande différence, mais il ne faut pas prendre l'expression plus au sérieux que ça. Donc guerre froide, non. Rémi, peut-être sur la place de la France et de l'Union européenne, tu en as déjà un petit peu parlé, mais... Oui, je vais juste réagir un tout petit peu sur la notion de guerre froide. Je suis totalement d'accord avec Charles, sur la nature différente. Ensuite, sans parler de guerre froide, sur l'aspect de concurrence vraiment fondamentale, parce que les modèles économiques vont vraiment en dépendre en termes de productivité. C'est quand même
Alors je considère qu'on est encore dans une phase quand même assez expérimentale et qu'il y a un problème de fiabilité de l'IA générative en particulier. Donc je pense que d'autres modèles aussi vont arriver. On va avoir beaucoup de raffinements qui seront très intéressants à suivre, mais c'est des technologies qui vont transformer véritablement l'économie au-delà des slogans d'une entreprise du secteur, et ça va transformer aussi les sociétés, l'emploi, avec des effets aussi graves de remplacement de l'emploi, mais aussi du coût de productivité, de puissance économique, et aucun pays ne peut s'imaginer être une grande puissance sans maîtriser l'IA et être quelque part à l'avant-garde, en tout cas en développant des compétences très poussées. Et on a une guerre des compétences quand même, avec les compétences d'ingénieurs. La Chine rencontre beaucoup de succès de ce point de vue-là. Elle a constitué une énorme réserve d'ingénieurs. Elle va très vite de ce point de vue-là. Et des ingénieurs qui, aujourd'hui, ce qu'on voit aussi avec DeepSeek, ont une culture qui est assez proche des pays libéraux en termes de rapport à l'innovation, des libertés qu'ils prennent par rapport au management, donc plus que dans des grands groupes américains très bureaucratiques, notamment en parlant de cette petite structure. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel en termes de puissance, sans être littéralement la guerre froide. Alors pour répondre aux autres questions, donc sur la France, bon, on l'a déjà un peu évoqué. Je pense qu'il faut vraiment rappeler qu'on revient d'extrêmement loin, où l'Europe, en général, a complètement perdu la bataille de l'électronique. On a disparu quasiment du secteur, et c'est des choses qui ont commencé à se décider dans les années 90. Hein. Je veux dire, quand on a, avec les téléphones Nokia, on est resté bloqué là-dedans, enfin, à l'échelle européenne. Les semi-conducteurs, on a lâché la course, on est resté sans arrêt très en retard. Donc on continue à faire des choses, mais c'est plutôt pour des applications où la miniaturisation n'est pas aussi importante comme dans l'automobile. Et là, on commence à se réveiller. Il y a plein de signaux de prise de conscience, mais par exemple, dans les semi-conducteurs, on a essayé de lancer des plans. Bon, on a lancé des véritables plans, Chip Act 1 et ensuite bientôt 2. Mais ça ne fonctionne pas vraiment non plus. On a dit il faut développer des partenariats. Bon, avec Intel, c'était voilà, il y a 2-3 ans, on n'imaginait pas développer un partenariat dans les semi-conducteurs sans que ce soit avec Intel. Et Intel est en pleine déconfiture aujourd'hui et a annulé son principal projet européen qui était vers Berlin, dans l'est de l'Allemagne, à Magdebourg. Donc la prise de conscience est là, mais on revient d'extrêmement loin, et on a des compétences qu'il faut remettre au centre du jeu. Je pense que c'est ça qui est absolument essentiel, et ce qu'on redécouvre avec ces compétences dans l'IA, avec Mistral et autres, c'est ces compétences mathématiques quand même spécifiquement en France. Alors le niveau mathématique s'effondre en France, on a une grave crise éducative comme dans d'autres pays occidentaux. On n'est pas les seuls de ce point de vue-là, mais on a gardé des niches de compétences très poussées en maths, et notamment dans les filières d'ingénieurs où on fait beaucoup plus de maths qu'ailleurs, et aujourd'hui c'est totalement appliqué à ce qui se fait dans l'IA. On peut, voilà, même des gens qui ont un peu bifurqué, qui se mettent sur ces sujets-là, sont capables de faire des choses très intéressantes ou travailler sur des applications de l'IA. Donc on a de véritables atouts, mais qui ont été complètement relégués pendant 20 à 30 ans. On revient d'une situation où à la fin des années 90, on disait c'est fini la production, c'est complètement ringard, c'est dépassé, c'est le tertiaire. Et ce qu'on voit notamment en Chine, c'est que bon, ils reviennent de loin aussi à leur façon, mais les ingénieurs connaissent les usines, ils forment énormément d'ingénieurs, et des choses qui nous paraissaient un peu subalternes comme les batteries, bah, c'est absolument essentiel. Et aujourd'hui, ce sont les Chinois qui ont l'avance, et on ne sait pas faire, et on doit apprendre des Chinois et espérer qu'ils vont... Donc il faut oui, mettre des barrières douanières contre les automobiles chinoises, évidemment, pour ne pas être complètement submergé, mais il faut aussi apprendre d'eux, et qu'ils ouvrent aussi des usines, et qu'on puisse opérer un rattrapage. Donc je pense que l'enjeu intellectuel et de formation est vraiment absolument essentiel. Il y a énormément à faire de ce point de vue-là, déjà pour valoriser les compétences qu'on a aujourd'hui. Camille, peut-être sur la troisième question sur le prompt engineering. Alors, j'ai envie de dire que
tout chiffre est orienté et tout propos est orienté et construit en tout cas les chiffres. Et c'est pour ça qu'il y a par exemple du lobbying, hein. Je pense que Charles en parlera mieux que moi, mais à partir du moment où au fait vous produisez une étude, il y a influence. Alors quelle différence en fait avec l'IA, c'est que c'est qu'il y a une diffusion massive en fait déjà primo, et deux, la grosse question en fait derrière, c'est de comprendre que au même titre qu'un chiffre est construit, un algorithme est orienté et traduit un modèle. Et ce modèle, actuellement, c'est un modèle financier à consonance capitaliste, hein, orienté. Vous avez des modèles, par exemple, de l'IA de Musk, qui se veut, et je le cite, anti-woke. Donc effectivement, c'est orienté. Donc la question effectivement de savoir si on aura des influences. Bien évidemment qu'il y aura des influences, c'est évident puisque le débat actuellement sur les modèles, les algorithmes, n'a pas pu faire émerger en fait des algorithmes qui permettent, par exemple, de nous libérer du temps de travail pour produire, pour être créatif, mais au contraire vont nous asservir et effectivement vont pouvoir finalement traduire des pensées qui sont orientées et qui vont pas forcément vers un modèle démocratique. Et donc c'est ça le gros enjeu. Donc effectivement il y aura de l'influence et il y aura des terrains, ce sera un terrain de bataille comme les médias le sont, comme les réseaux sociaux le sont actuellement, etc. Ça c'est évident pour moi et je pense pour beaucoup de gens ici. Justement, j'ai beaucoup de questions en ligne, donc je vais juste prendre quelques questions en ligne et on enchaînera après. J'ai beaucoup de questions qui vont porter sur des enjeux plutôt liés à l'inclusivité, qui était un mot qui avait été utilisé par la France dans la présentation de son sommet. J'ai notamment des questions sur inclusivité, inégalité, en quoi l'IA pourra-t-elle aider les pays les plus pauvres? Autrement dit, en quoi sera-t-elle utile aux pays les plus pauvres? L'IA ne vient-elle pas renforcer le fossé ou le clivage nord-sud, déjà visible avec la mondialisation? Est-ce que j'en ai d'autres qui vont dans ce sens-là? Et une un peu plus précise, j'aimerais connaître votre position sur les pays en développement utilisés comme source de main-d'œuvre dans le numérique et principalement dans l'intelligence artificielle, et quelle est précisément la situation de l'Europe sur ce point? Bon courage. Si vous voulez, je peux aborder les inégalités déjà au sein des pays et les écarts de développement. Donc, c'est une évolution qui va clairement plutôt dans le sens d'aggraver les phénomènes d'inégalité au sein des sociétés et entre pays. Donc, en termes vraiment général au sein des sociétés, donc il y a un effet de remplacement du travail, mais ça n'est pas non plus exactement ce que beaucoup imaginaient il y a 10 ans, ou voire même juste il y a quelques années, avant ce moment ChatGPT, où il y avait cette idée répandue que l'IA allait remplacer les travailleurs les moins éduqués. Et aujourd'hui, on voit que le métier d'avocat, par exemple, déjà est complètement bouleversé. Les opportunités d'emploi sont quand même diminuées dans de nombreuses spécialités. On veut, ça c'est un peu surprenant, mais remplacer les programmeurs dans les entreprises, alors que bon, a priori, on pourrait se dire plutôt que ça leur laisse plus de champ libre, ils peuvent faire des choses avec le soutien d'IA qui aident à la programmation. Il y a une obsession à vouloir les remplacer, donc c'est un peu ironique aussi. Mais globalement, bon, c'est ce qu'on voit aussi avec ces milliardaires omnipotents, surpuissants, c'est peut-être ce qui illustre la triste réalité de ce qui est devenu San Francisco. Bon, on a 1% de SDF, 1% de la population vit dans la rue, et avec ces problèmes d'addiction grave, le fentanyl et toutes ces autres réjouissances. Donc on a quand même
part dystopique qui n'est pas complètement à balayer. Il y a un effet d'inégalité, surtout en fait de concentration de la richesse par augmentation de la productivité, rentabilité dans de nombreuses activités et un affaiblissement de la main-d'œuvre, de la position des travailleurs. Donc là, on s'achemine vers une société quand même assez différente et avec plein d'inégalités, de tendances déjà qu'on a connues au cours des dernières décennies qui peuvent largement s'aggraver. Et après, ça dépend de la façon dont tu l'utilises, l'IA, ce qu'on en fait, du type d'emploi qu'on crée aussi avec. Si on a une position simplement passive, de se laisser submerger, et la même chose, je dirais, sur le plan culturel, j'ai envie de dire civilisationnel. Si du fait de l'utilisation de l'IA, on devient plus stupide et on n'est plus capable de parler, et on voit des signes de ça aujourd'hui. J'ai écouté un professeur américain qui disait beaucoup de mes étudiants n'arrivent plus à terminer une phrase parce qu'ils ont l'habitude de commencer une phrase sur ChatGPT qui la termine. C'est quand même vraiment accablant. Donc ça dépend, comme toute technologie, ça dépend de ce qu'on en fait, mais on peut avoir un effet de chute du niveau éducatif, d'activité intellectuelle, de concentration du pouvoir économique et politique. Donc on a vraiment cette dimension dystopique qui est là, et à nous de lutter, d'aller vers autre chose. Et pareil entre pays, donc on a cette concentration, ces énormes investissements qui sont requis, mais on voit aussi une brèche quand même. Pour encore référer à ce moment DeepSeek, et en fait c'est beaucoup plus général. On voit plein de gens, parce ce qui se passe aujourd'hui est vraiment intéressant, on voit plein de gens qui font quelque chose avec l'IA, qui bricolent des modèles, qui croisent des choses, sans entraîner tout un modèle géant eux-mêmes. Il y a tellement de choses disponibles. On peut faire des choses avec un ordinateur portable, on peut bricoler de l'IA avec un ordinateur portable, et où qu'on se trouve dans le monde. Sur DeepSeek, je peux parler avec des journalistes africains qui me demandaient du coup, et l'Afrique, et oui, enfin, partout avec des gens compétents. Aujourd'hui, avec la circulation des modèles, on peut faire des choses remarquables, mais même ça, il faut aussi voir que je pense qu'on l'a pas évoqué, c'est mis en danger, parce que les Américains ne veulent pas forcément non plus avoir cette grande diffusion du savoir et des modèles. Aujourd'hui, l'open source est en danger. Les patrons de big tech, de moyenne tech, comme Anthropic, qui est une grande entreprise d'IA, réclament des restrictions contre l'open source. Les politiciens on leur emboîte le pas, donc on a clairement une panique quand même dans la Silicon Valley vis-à-vis de la concurrence. Donc on va aussi avoir des limitations qui vont empêcher cette diffusion, mais elle est là, et ça dépasse les décisions des politiciens. C'est vraiment extrêmement ancré, et tous les pays peuvent à leur façon, avec les compétences, c'est ça qui est clé, s'approprier l'IA et faire quelque chose dans les années qui viennent. Amy ? Oui. Alors sur la question de l'inclusivité de manière générale, sur la question des femmes par exemple, il faut savoir que, par exemple, le premier scandale qu'il y a eu, c'était en 2016, lorsque Amazon avait mis en place une IA pour trier les CV des candidatures, les CV. Et il y avait un biais de base, c'est que Amazon recrutait davantage d'hommes, notamment pour tout ce qui était acheminement des paquets, etc. Et donc à la fin, effectivement, l'IA s'est entraînée sur cette base de données biaisée, puisqu'il y avait plus d'hommes dans cette base de données. Et à la fin, il ne finissait pas plus du tout recruter de femmes. Donc, semble-t-il que la direction a changé d'avis et a rectifié le tir. Mais on peut effectivement avoir, de manière peut-être moins emblématique, mais des biais qui peuvent se faufiler, on va dire, et qui vont toucher toutes les minorités possibles. Donc ça peut forcément être les femmes, ça peut être les minorités genrées, etc. Et il y a également les pays du Sud global qui peuvent se sentir effectivement en
en arrière de ces questions, puisque souvent l'IA est vendue un peu comme une solution qui va résoudre tous les problèmes. Et on a un discours de la part des pays occidentaux qui est que l'IA va permettre notamment de régler des famines, etc. On peut douter de ce propos, hein, c'est évident. Et je rejoins mes camarades là-dessus. Au contraire, penser qu'il y aura une aggravation des inégalités, puisque par exemple, comme on le sait très bien, que l'entraînement de ces intelligences artificielles s'est fait à bas coût avec des populations, par exemple, situées au Kenya, par exemple. Manœuvre pas chère, donc c'était assez facile pour ces grandes entreprises d'entraîner ces intelligences artificielles. Il y a effectivement aussi une autre question qui est le fait que ces pays du Sud n'ont pas forcément accès à Internet partout. Alors c'est d'où la stratégie d'Elon Musk qui est de mettre Starlink pour aussi permettre à ces populations d'avoir l'IA, mais c'est effectivement un piège puisqu'on rentrerait dans un système tout Musk qui fournirait à la fois le numérique et en même temps l'intelligence artificielle derrière. Donc ça pose d'énormes questions. Et donc l'accès à Internet, donc l'accès aussi à l'éducation, parce qu'effectivement il faut se servir de cette intelligence artificielle, puis il faut participer à l'élaboration de cette intelligence artificielle. Donc effectivement, voilà. Tous ces paramètres font dire à certains penseurs qu'il y existerait une colonisation numérique de la part des pays occidentaux qui effectivement irait dans le sens qu'il y a de plus en plus un écart qui se creuserait et que l'intelligence artificielle, au lieu d'être une solution qui permettrait effectivement de rassembler, au contraire distancerait les populations et créer des inégalités. Je ne sais plus me lire. Mais donc voilà, tout ça pour dire effectivement qu'il y a un engouement un peu technocratique qui est voulu par les grands, notamment Elon Musk, et qui occulte complètement le débat sur la question justement de l'inclusion. Et autre paramètre, par exemple, quand on a l'accès à l'Internet, on a aussi accès tout simplement à l'énergie. Dans des pays où effectivement il y a des difficultés d'approvisionnement énergétique et aussi un manque d'eau, hein, c'est important l'eau, pour refroidir notamment les data centers. Il y a deux manières de refroidir ces technologies, soit par l'eau, soit avec de l'électricité, en mettant une climatisation tout simplement. Mais voilà, ça demande de l'eau et de l'énergie. Donc c'est à la fois très basique, mais en même temps c'est la clé de tout. Et certains pays en fait n'ont pas forcément accès déjà à de l'énergie pour leur population. Donc la question des data centers est on va dire secondaire, tertiaire, voire. Et effectivement il y a une exclusion de certains pays de fait parce que ils n'ont pas accès à cette base qui est à la fois l'énergie, l'eau et l'accès à Internet. Voilà. En 2 mots, Charles. Non, mais pour revenir quand même sur cette question de l'IA et du travail, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que vous avez depuis quelques années différentes études qui nous expliquent que l'IA va effectivement va supprimer plein d'emplois et qui ne seront pas remplacés. Alors là, j'ai plusieurs études en tête, je pense à celle de la Banque mondiale en 2019, qui nous explique que d'ici 2040-2050, 40% des emplois aux États-Unis vont être supprimés. Dans la même étude, il parle de 66% d'emplois automatisés remplacés par des intelligences artificielles et non remplacés en Inde, 77% en Chine. Je crois que le maximum, ça doit être 88% pour un pays comme l'Éthiopie. Et puis vous avez encore l'année dernière le FMI, donc,
qui nous explique que c'est là pour le coup plutôt dans les pays, ce qu'ils appellent les économies avancées, donc en gros les pays occidentaux pour faire simple, qui va se... Pardon, j'allais exploser mon, mon stylo. C'est dans les pays, dans les économies avancées, que le remplacement net de travailleurs humains par des machines va être le plus important. Et ils expliquent notamment que ça va être 60% en moyenne dans ces économies avancées. Ce serait le cas aux États-Unis, ça irait jusqu'à 70% en Grande-Bretagne. Et on comprend pourquoi, hein. C'est-à-dire que l'objet même de l'intelligence artificielle, quel que soit le domaine d'application, scientifique, culturel, économique, industriel, même politique, ça a toujours été la substitution tendanciellement généralisée de machines aux êtres humains. Tout simplement pourquoi? Pour des besoins de performance, d'efficacité, de gains de productivité accrus, etc. etc. C'est tout bête, hein, mais n'importe quel capitaliste dans le monde depuis le 19e siècle a dans l'idée de pouvoir virer le plus de main-d'œuvre possible parce que la main-d'œuvre, c'est emmerdant. Ça coûte cher, ça tombe malade, ça peut se révolter, ça fait grève, etc. Alors que si on remplace par des machines qui sont à coût fixe, entre guillemets, évidemment, il y a de l'entretien, de la maintenance, etc., mais qui ne revendique rien, qui est stable dans son comportement, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, en plus, ça se rentabilise davantage. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les pouvoirs publics dans un certain nombre de pays sont mus par la même préoccupation, notamment dans les pays où les politiques austéritaires sont devenues le paradigme des politiques publiques, où on considère qu'il faut réduire la masse salariale de l'État, il faut comprimer les budgets, et donc si on pouvait remplacer des fonctionnaires par des machines, ça irait très très bien. C'est ce que fait Musk aujourd'hui, mais c'est ce que fait... Non, je ne vais pas donner d'exemple. C'est ce que font beaucoup de pays. Et alors, évidemment, c'est un fantasme. C'est un fantasme pourquoi? Oui, on va pouvoir remplacer un certain nombre d'êtres humains dans certaines fonctions, même des fonctions extrêmement qualifiées, par des machines. Ça pose pas de problème, avec sans doute parfois une qualité, des performances moindres en réalité, moins fines, etc. Mais globalement, ça va pouvoir aider. Mais simplement, en résultat net, on ne va pas du tout supprimer de l'emploi, enfin en tout cas pas dans les proportions qu'on imagine, parce que ça a été rappelé effectivement tout à l'heure par Camille, par Rémi, c'est que il faut des travailleurs pour pouvoir entraîner ces machines. C'est le sociologue Antonio Casilli qui parle des travailleurs du clic dans son livre En attendant les robots. Il faut lire ce livre qui nous explique très bien qu'aujourd'hui, il y a besoin, ces machines-là dont on nous fait croire qu'elles sont capables de s'entraîner toutes seules, qu'elles sont autonomes, etc. On parle d'apprentissage non supervisé. Bon, c'est du flan, évidemment. Il y a des êtres humains derrière, des travailleurs qui sont payés une misère, on est quand même à la limite de l'esclavage, qui aujourd'hui font marcher toutes ces machines-là. On va prendre une série de questions qui sera la dernière. Je ne sais pas où sont les micros. On a quelqu'un là devant. J'ai pas retenu tous les gens qui ont levé la main, j'en suis navré. Vous avez déjà le micro, allez-y monsieur. Et peut-être un micro devant et on va prendre 3 questions. Monsieur. Allez-y. Bonjour. Alors une question toute simple. Est-ce que vous ne pensez pas que le retard technologique de la France et de l'Europe est lié aux stratégies de financement public? Donc, concrètement, est-ce que l'État français financerait trop la recherche publique fondamentale et pas assez la recherche appliquée des entreprises? Voilà. Merci. Monsieur. Oui, déjà, un grand merci pour tout ça. 2 choses. La première, on ne peut pas dire que le droit international est vidé de sa substance. On ne peut pas dire ça. Le droit international est considérablement étoffé et est en train de se faire dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le problème qui est posé, c'est que dans la société internationale, qui n'est pas une société interne, il n'y a pas d'État. Et que ceux qui font appliquer le droit, ce sont les États. Et que s'ils ne le font pas, s'ils ne font pas le job, ce n'est pas la faute du droit. C'est-à-dire que concernant l'Ukraine, c'est un crime d'agression. Tout est calé, on a des précédents historiques, juridiques, jurisprudentiels, tout ce que vous voulez. Si on traite ce crime international comme une simple infraction, en allant faire des ronds de jambes à Moscou, en faisant du format Normandie, etc., il est évident que ça n'a pas l'effet
que la notion de crime international escompte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Je me permets de vous couper, Non. il nous reste 2 minutes. Oui, juste- Quelle est votre question? Juste la deuxième chose, et j'en viens à gouvernance, régulation. L'instrument majeur de tout ça, c'est le droit. Pas de droit, pas de régulation. C'est vrai en interne, c'est vrai à l'international. Et l'intelligence artificielle est un domaine quand même assez nouveau. Le droit est en train de se construire. Il est en train de se construire avec des... C'est compliqué parce que chacun veut des normes qui lui conviennent. Voilà. Et je termine là-dessus. C'est que la construction du droit de l'intelligence artificielle dans les différents domaines, le travail, le droit de la personne, tout ça, amène à bouleverser un certain nombre de concepts et de pratiques juridiques générales. Par exemple, en droit de la responsabilité routière, votre question, monsieur. Le véhicule autonome bouleverse l'économie du droit de la responsabilité routière. Alors voilà la question, je pense que ça serait bien de mettre l'accent. Vous faites un observatoire de l'intelligence artificielle. Il me semble, ça serait bien, de faire une table ronde sur ces questions-là. Merci, monsieur. Une dernière question, s'il vous plaît. Une question. Oui. Deux remarques et une question. Il y a 21 États aux États-Unis qui se positionnent pour la constitution de réserves stratégiques de Bitcoin. L'État américain devrait aussi en faire une dans les prochains mois. Qu'est-ce qui se passe en Europe, mis à part un projet de monnaie numérique de banque centrale annoncé par la BCE? Est-ce que vous avez quelques lumières sur le sujet? Merci. Merci beaucoup. Peut-être Charles sur le retard et la question des financements et l'orientation des financements à la recherche pour les États européens. Oui. Bon, 2 secondes quand même pour répondre à monsieur, parce que c'était effectivement sur la question que le droit est désubstantié. Non, évidemment, je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est ce que vous avez dit au départ. C'est que comme il n'y a pas d'autorité supranationale capable de gérer les relations interétatiques et qu'en plus de cela, les États sont dans une tendance de façon éhontée à enfreindre le droit international, il ne faut pas croire que dans un domaine émergent comme celui de l'intelligence artificielle, on va arriver à quelque chose de palpable, de matériel, alors que dans des domaines du droit international plus traditionnel, c'est déjà la pagaille. Voilà, c'était juste pour remettre les choses au point là-dessus. Sur la question du retard technologique et des financements, oui, mais en fait, on est en Europe, en France, dans un modèle politique, ce qu'on peut appeler néolibéral, qui consiste en quoi? Qui consiste en fait en investissant énormément d'argent public sur des entreprises privées sans jamais leur demander de contrepartie. Hein? Je veux dire, c'est ça notre modèle de développement à l'heure actuelle, qui est un modèle de développement qui n'a jamais marché nulle part dans le monde pour faire advenir une puissance technologique. Je veux dire, vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, vous regardez ce qui se passe en Chine, vous avez 2 modèles d'État interventionnistes et nationalistes qui considèrent non seulement que les entreprises sont des instruments de l'État et de l'intérêt général, de l'intérêt national, mais qui ont des armatures bureaucratiques qui enserrent véritablement leurs entreprises. Il faudrait ajouter une nuance qui fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué que ça. On a des phénomènes de disjonction stratégique, j'entre pas dans les détails, entre les GAFAM et l'État fédéral américain. Mais il n'empêche que dans les 2 cas, on a des États interventionnistes très forts. Ce qu'on n'a pas en France. En France, on pense que en donnant... quand je dis interventionniste, je vois le monsieur qui lève les yeux au ciel. Vous avez raison, je précise, on n'a pas d'État qui contrôle ce que font les entreprises de l'argent public. Et quand je parle d'argent public, je parle à la fois de subventions, de crédits d'impôt, d'exonération fiscale, d'aides diverses et variées. Non, je m'arrête là. Peut-être Camille, si tu peux répondre sur la question sur les cryptos. Alors, sur les cryptos, effectivement, Trump, qui était dans son premier mandat très, on va dire, cryptophobe, est bizarrement, curieusement, au contact d'Elon Musk, devenu très cryptophile, on va dire.
Presque. Donc il a même lancé sa propre crypto-monnaie juste avant son investiture. Et il a d'ailleurs demandé à la Fed d'arrêter en fait son projet de monnaie numérique de banque centrale dans l'idée justement au contraire, de faire des États-Unis, qui est déjà un des premiers pays en termes de minage, de devenir vraiment la capitale mondiale du minage. De l'autre côté, l'Europe est, en fait, on va dire, voilà, c'est quand même des États-nations, et la crypto-monnaie, c'est justement un modèle libertaire qui, justement, vise à contourner la régulation financière, à contourner l'État en tant qu'émetteur monétaire, et donc, il y a forcément un peu, une relative... on va dire une peur contrairement à Trump, d'aller dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on est toujours à ce projet de monnaie d'euro digital qui piétine, il faut le dire. On ne sait pas encore, il y a des essais, des échanges interbanques actuellement qui sont faits, mais pour le moment, il y a une peur, il y a une régulation qui se fait de manière, on va dire, plus ou moins européenne avec le MiCA. Mais il n'y a pas du tout de lancement par exemple, sur tout ce qui est crypto-monnaie, crypto-actifs qui ne sont pas adossés à quoi que ce soit, comme par exemple le Bitcoin, ou qui sont adossés par exemple à des monnaies comme les stablecoins. Donc pour le moment, il n'y a rien. On va s'arrêter là. Je sais qu'il y avait beaucoup d'autres questions. Je suis désolé, mais il est l'heure de terminer cette conférence et on aura l'occasion d'en réorganiser d'autres sur certains des sujets spécifiques qui ont pu être abordés ici. Merci beaucoup en tout cas et puis bonne soirée à tous.